Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode du Winemaker Show, le podcast des amoureux du vin. Aujourd'hui, je reçois Marilyn, sommelière de la Part des Anges, un bar à vin exceptionnel dans le Vieux-Lille avec une cave absolument magnifique. Si l'épisode vous plaît, je vous invite à l'aimer et à me le dire en commentaire. Vous pouvez également le partager, c'est très important pour moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre ici à la Part des Anges. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par vous présenter ? Oui, alors je suis jeune sommelière, j'ai 15 ans d'expérience en fait dans le monde du vin. J'ai commencé mon parcours en fait dans la commercialisation du vin, dans tous les secteurs. J'ai commencé dans le commerce du luxe, dans le groupe Lagardère. J'ai commencé dans les aéroports duty free en fait dans la formation des vendeurs et dans les plans de merchandising en fait des surfaces de vente. Peu après ça en fait j'ai intégré des caves en fait, une cave Cash & Carry que vous devez certainement connaître, c'est le Savour Club à l'époque, durant sa grande gloire. C'était au siècle dernier. C'était en 2003 je crois, 2003-2005. Donc je l'ai intégré en tant que caviste. Je voulais vraiment intégrer en fait l'univers du vin proprement dit, sous des aspects un petit peu plus durs, un petit peu plus bruts. Et puis au-delà de ça, toujours en allant dans le commerce et dans la gestion, j'ai intégré en 2008 les caves Nisa à Paris, en intégrant la maison mère rue du Bourg-Thibourg qui n'est plus aujourd'hui. Maintenant, la maison mère se situe rue Saint-Antoine. Okay. Je l'ai intégrée pendant 4 ans. Ma spécialisation, en fait, c'était plutôt les vins du sud de la France et tout ce qui était spiritueux, whisky en général. Donc en fait, on avait la tâche de la sélection en collégiale et puis bien sûr la gérance de de la cave à laquelle j'étais rattachée. Et puis au-delà de ça, par la suite, j'ai fait un petit tour en restauration quelques temps. J'ai fait de la grande surface. En fait, j'ai touché un petit peu à tous les réseaux. Ce qui m'a permis un petit peu de voir à travers le spectre du vin, de la commercialisation du vin, en fait, quels étaient mes points forts, qu'est-ce que je détestais aussi, parce qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas du tout à l'aise et ce qu'on aime le moins fréquenter ou faire. Et je peux dire qu'en fait, ce que j'aime le plus, en fait, c'est le contact et le partage en fait, avec la clientèle. Être le point de relais entre les vignerons et le client, le consommateur. C'est ça ce qui est vraiment le plus important pour moi. Super, et c'est pour ça que maintenant du coup vous êtes ici, sommelière de la Part des Anges. Exactement, ouais. Juste avant la Part des Anges, en fait, j'avais intégré pendant 1 an le restaurant gastronomique Le Jane en tant que sommelière à part entière. Donc ça a été une expérience assez formatrice, étant donné que en fait, je dirigeais autant les achats que le service à table, le service complet de la sommellerie, de la verrerie, du conseil client, de l'accord mévin. Donc en fait, c'était vraiment une expérience de luxe à table et un service complet. Donc comme j'ai un peu la bougeotte, comme vous pouvez le voir, et qu'on se satisfait jamais en fait des acquis, j'ai voulu un challenge de plus, en fait, c'est d'intégrer la Part des Anges, qui a une très très belle cave, la plus belle cave de Lille. Et c'est dit. Voilà. et voilà, et en fait, c'était de créer aussi un parcours supplémentaire aux côtés de Monsieur Chevalier, qui peut m'apporter en fait des choses supplémentaires, des acquis supplémentaires, des curiosités supplémentaires et puis des choses qui peuvent se compléter aussi. Moi j'ai un grand amour en fait des vins du sud de la France, du Languedoc-Roussillon particulièrement, et si éventuellement pour ma petite part en fait je peux apporter quelque chose, j'en serais ravie.
Alors justement, revenons un petit peu sur les différentes étapes de ce parcours. Mhm. Mais la première question que j'ai, c'est d'où vient cet amour des vins du sud de la France? Parce qu'en plus, on en a déjà parlé juste avant. D'où vient cet amour? Comment est-ce que vous les avez rencontrés, ces vins en particulier? L'amour du vin en général, en Ouais. fait, ça vient de ma famille. Ok, Du côté de ma mère, en fait, mon oncle avait des vignes en fait du côté de génial. Chinon à Zellrideau. Et malgré ses différents problèmes de santé, en fait, il a laissé ses vignes en fermage. Mais nous, on a toujours gambadé un petit peu dans les vignes. Étant enfant, en fait, on avait toujours un sécateur dans les mains, on avait toujours quelque chose à faire. Il était propriétaire terrien, donc qui dit propriétaire terrien, en fait, on était toujours à l'extérieur. Et du coup, les fêtes des vendanges, les fêtes de chasse, les fêtes de pêche, en fait, étaient toujours ralliées à une bouteille. Donc en fait, j'ai toujours connu très tôt une bouteille sur la table avec les mets qui s'accordaient. Et j'ai cette image en fait très épicurienne, très rabelaisienne en fait de la famille. Et c'est quelque chose en fait qui fait partie de mon ADN en fait. Donc ça fait partie de moi. Et du coup, un des grands souvenirs de vacances que j'ai depuis mes 10-12 ans, en fait, c'est d'avoir fait le Languedoc-Roussillon. Et j'ai des images absolument idylliques, presque magiques en fait, du cirque des Corbières, qui donne en fait une vue imprenable sur la mer avec les odeurs de maquis, de garrigues et les vignes derrière. Et c'est absolument, mais c'est une image ancrée en moi. Et c'est quelque chose d'absolument magique quand on est enfant. Alors il y a d'autres images magiques pour les enfants, mais moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée et à laquelle j'ai voulu en fait tout le temps rechercher en fait à chaque fois que je goûtais un vin. C'est cette image, quand je goûtais un Corbière, c'était de ressentir cette image-là. Voilà. Et c'est de là d'où vient cette passion des vins du sud de la France? Exactement, en fait, c'était ressentir les mêmes frissons que quand c'est particulièrement la Madeleine de Proust, en fait, c'est ressentir les mêmes sensations que quand j'étais petite. Et oui, quand j'avais 14 ans, je buvais déjà du vin. Il ne faut pas le dire à tout le monde, pitié. mais en fait, je goûtais déjà du vin et je l'appréciais. Donc en fait, on a vraiment un parcours curieux et pour ma part très sincère en fait envers le vin. Sincère dans sa naïveté, c'est-à-dire qu'en fait, quand je le goûte, c'est tout de suite des sensations, des images et c'est tout ce que je veux donner en fait aux clients. C'est tout de suite une part de carte postale en fait. Et donc du coup, de ce que je comprends, de ce qu'on est en train de se dire, en tout cas le domaine du vin était un peu une évidence professionnelle qui est apparue super tôt. Complètement, c'est tout ce que je sais faire et je n'ai su faire que ça en fait. Au moment où j'ai pu travailler, je n'ai fait que ça. Génial, ça a l'air de porter ses fruits, donc c'est vraiment génial. C'est grappe. Est-ce qu'on peut s'y revenir? On a parlé un tout petit peu avant de la tâche de la sélection des vins que vous aviez auparavant. Ouais. Comment ça se passait? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette tâche de sélection? Nous, c'était forcément en collégial, parce qu'en fait, le fait de goûter un vin, je suis pas forcément une grande adepte du guide par cœur d'une personne sur un trône qui donne la magie du pour et du contre et de dire à l'unanimité non, je vais pas sélectionner ce vin là parce qu'il me plaît pas. Je suis plus en fait sur une collectivité d'un guide comme Bethano des Sauves, etc. Parce que le palais n'est pas unique en fait. Et donc en fait, nous quand on sélectionnait un vin, on jouait plus en fait à la collégiale. Et c'est à l'unanimité qu'on sélectionnait les vins. On était, par exemple, je prends l'exemple de chez Nisa, on était plusieurs à goûter. Et quand l'unanimité, voire la quasi-totalité des avis étaient d'accord, on sélectionnait le vin susdit, donc il n'y avait aucun problème là-dessus.
Pareil en fait quand je sélectionnais en fait avec Benoît Bout, le directeur de restaurant au Jane, quand il y avait un 20 coup de cœur en fait sur lequel j'avais vraiment flashé ou quoi que ce soit, je lui faisais goûter et si on était tous les deux d'accord, ça rentrait sur la carte. Et alors, moi, c'est quelque chose qui m'étonne assez souvent dans ces métiers. Est-ce que ça vous arrive de goûter un vin que vous n'appréciez pas particulièrement, ou en tout cas qui n'est pas incroyable pour vous, mais de quand même le mettre à la carte et de le proposer, puisque chacun a son palais, vous dites en fait ce vin il est spécifique d'un cépage, d'une appellation, d'une région, etc. Il peut convenir à des personnes, mais c'est définitivement pas pour moi. Est-ce que ça vous arrive ? Moi, personnellement, il y a des vins que je n'apprécie pas, qui ne sont pas de mon palais, mais qui doivent rentrer sur la carte. Comme je n'apprécie pas forcément le sucre, je l'apprécie pas à sa juste valeur. Donc, tout ce qui est vin liquoreux, Gewürztraminer, Coteaux du Léon. Malheureusement, je viens de la Touraine et de la région... de la Loire, donc c'est un petit peu un crève-cœur de ne pas apprécier les chenins en type moelleux ou liquoreux, mais je préfère aller sur vraiment un chenin très sec plutôt que d'aller sur un Coteaux du Léon ou un Quart de Chaume. Ça, c'est mon goût personnel, bien sûr, mais ils ont tout à fait leur place. Je sais le reconnaître lors d'une dégustation, du moment qu'il est très bien fait et que il y a un joli style, etc. Ça, je sais le reconnaître. Après, il faut pas qu'il soit bordé de défauts et que... Enfin, voilà. Bien sûr, il faut reconnaître... Enfin, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Je parle pas du cépage. Hein. On est d'accord. Voilà, si le vin est très bien fait, de bonne facture et qu'il mérite sa place sur une carte, bien sûr, je sais faire la part des choses. Et si en termes de prix, de qualité et de plaisir, tout est là, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sélectionné. Ok. Pour aller du coup sur les expériences suivantes que vous avez pu avoir, on a parlé de gestion d'une cave, de sa composition, etc. Je suppose que vous aviez aussi un rôle de conseil auprès des clients. Oui, tout à fait. Comment ça se passe du coup quand on est dans ce rôle-là, gestionnaire d'une cave? Est-ce que vous aviez une autonomie pour sélectionner les vins que vous vendiez? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire en tout cas plus sur cette expérience? On était toujours attaché en fait au stock de la maison mère. Donc en fait, selon la capacité de stockage de l'établissement et des ventes, parce que dans un quartier, il y a toujours une espèce de préférence d'achat. Okay. Moi personnellement, j'étais dans le 4e arrondissement, chez Nisa. Il y avait une clientèle de touristes qui préféraient des belles étiquettes, qui préféraient des champagnes, qui préféraient des vins dans une catégorie de prix entre 15 et 50 euros. Mais au-delà de ça, on avait quand même une clientèle de quartier quand même assez aisée, qui allait dans toutes les régions de France, à part Beaujolais, faut se l'avouer, donc la Bourgogne était quand même assez plébiscitée, mais toujours des très belles étiquettes et toujours des beaux producteurs. Donc en fait, il fallait quand même avoir un petit peu de tout, de belles factures, et la moyenne de prix, en fait, était autour de 25 euros. On avait toujours des beaux flacons, il fallait être raisonnable, pas en avoir 50 de chaque, mais je pouvais aussi livrer à domicile. Donc en fait, j'avais aussi une possibilité, c'était d'appeler mon livreur, d'aller sur le site de l'entrepôt et de préparer des commandes. Ça, c'était possible aussi. Donc tout était fait dans la journée. J'avais une flexibilité en fait, on marchait à flux tendu, mais une flexibilité qui était incroyable, assez incroyable. Donc tout ce que je pouvais avoir comme commande, le lendemain ou l'après-midi, c'était livré. Impressionnant. Ouais. Parce qu'on était intramuros. Ah ouais.
Donc ça fonctionnait comme un Deliveroo ou des choses comme ça, quoi. Et c'est super intéressant ce que vous venez de dire sur les préférences par quartier, Oui. et le profil un peu qui se dessine. Le profil va changer en fait selon que vous soyez dans le 13e, à Paris, c'est quand même assez étonnant. Moi, j'ai vécu à Paris pendant 12 ans. Ouais. J'ai vécu dans 6 quartiers différents, très exposés et très extrêmes. Que vous soyez dans le 5e, dans le 20e ou dans le 4e, vous consommez pas de la même façon. Et qu'est-ce que vous avez remarqué justement dans ces arrondissements? Quelles sont les tendances en fonction de ces arrondissements que vous avez pu voir? Oh, bah dans le 20e, c'est plutôt les vins nature, le côté assez bobo, on mange bio. Enfin, c'est très caricatural, bien sûr, mais dans le 4e, on fonctionne sur de la marque, de l'étiquette, c'est très packagé. Enfin voilà, il y a des choses, vous allez dans n'importe quelle enseigne alimentaire, on va pas du tout vendre les mêmes choses. Et le vin fonctionne de la même façon. La cave à vin ne va pas fonctionner de la même façon à Ménilmontant que dans le 8e arrondissement, ça c'est clair. C'est super intéressant parce que je me suis vraiment fait cette réflexion sur la composition des caves de proximité, et en fait c'est assez passionnant de voir qu'il y a ces tendances. C'est des vies de quartier en fait, ouais. C'est vraiment des vies de quartier. Et est-ce que vous voyez un profil lillois, pour le coup, de consommateurs de vin? Bah, Lillois, c'est enfin, je vais pas dire qu'il y a une caricature, mais il y a le vieux Lille et le centre-Lille, on va dire centre-Lille du côté Solferino, Oisem, etc. En fait, il y a 2 styles complètement différents. Là aussi, ça va être centre Lille Oisem, Solfé, ça va être un peu plus populaire. On va pas chercher forcément à avoir des grandes étiquettes, des choses comme ça, on veut en avoir pour son prix. Ici, on va quand même aller sur du standing. Donc ici, ça sera plus préférence Bordeaux. Centre Lille Oisem, on va être tourné sur toutes les régions. Donc c'est assez incroyable. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir ces profils de consommateurs se dessiner. On a parlé aussi un peu, là du coup on fait un aller-retour entre Lille et les expériences passées, mais c'est très grave. On a parlé de grandes surfaces ensemble. Oui, j'ai travaillé en fait au Levallois-Perret, qui a été classé la plus belle cave de France de grande surface. Bon, c'est anecdotique, ça m'a pas vraiment plu pour l'organisation, pour l'expérience humaine, qui pour moi n'était pas très intéressante, mais ça vaut le coup de le voir par soi-même. Voilà. Ok, ça marche. C'est très anecdotique et pour pouvoir critiquer, il faut le vivre. Ok. Je pense. Ok, et bon, bah alors du coup, revenons plus sur la dernière expérience au Jane. Ici, donc le Jane, c'est un restaurant gastronomique de Lille, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, vous avez mentionné que vous faisiez plein de choses, des achats, du conseil client, la composition de la cave, et aussi la verrerie. Alors, peut-être qu'on peut commencer par parler de la verrerie, parce que c'est un sujet que j'aborde assez peu. Et je serais curieux de savoir quelles étaient en tout cas vos tâches dans la sélection des verres. La sélection des verres, en fait, je m'occupais en fait de mes propres verres selon la consommation. Bien sûr, quand j'avais des clients qui étaient très tatillons sur certains champagnes, je leur proposais soit en flûte, enfin coupe, soit en verre à vin, parce que le choix sur des vins vineux ou des champagnes assez aériens, assez festifs, demande deux choix de verre. Donc et j'avais des clients qui étaient plutôt assez tatillons, surtout quand on sert du Bérèche, quand on sert du Bollinger, quand on sert des champagnes assez vineux avec une densité aromatique assez importante. C'est toujours plus agréable en fait de le proposer en verre à vin, parce que la vinosité du champagne se
se caractérise encore mieux en fait dans ce type de verre et s'apprécie encore mieux là-dessus. Super. Et sur la composition de la cave en général, donc du coup, quand vous êtes arrivé au restaurant, est-ce que c'est vous qui avez pris en main complètement le... Alors moi je suis arrivée aussi en cours de route. Ouais. Une partie avait déjà été faite par mon directeur de restaurant Benoît Bout. On l'a un petit peu sublimé. Okay. C'est-à-dire que voilà, on a fait rentrer beaucoup de sélections. La cave est très petite. Elle comprend grand maximum 250 références. C'est pas énorme. Sur une superficie de 8 mètres carrés. C'est pas énorme non plus. Ouais, c'est c'est là où on se trouve, c'est encore plus grand que la cave. Donc c'était très compliqué. Là aussi sur le stockage et la gestion de la cave, c'était vraiment un casse-tête. Parce qu'on avait une sélection au verre, on avait une sélection à la bouteille. C'était toujours assez compliqué de faire le tri et les sélections en fait sur tout ce qu'on voulait sortir de la carte, rentrer, et les chassés croisés étaient toujours très 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 alambiqués en fait. Et en plus je suppose que vous aviez un vrai sujet d'accord, mes vins. Moi je fonctionnais toujours par rapport à la carte du chef. Parce que la carte du chef était très, très précise en fait. Il fonctionnait toujours sur la saisonnalité, les produits frais. Il avait toujours un tracé très équilibré en fait sur sa carte, donc il fallait toujours respecter. Je voulais respecter en fait la ligne de conduite de la carte du chef pour pas prendre le pas sur le menu ou sur la nourriture. Je voulais que ça soit toujours équilibré, subtil. Et puis pas aller sur des prix mirobolants non plus. Voilà, c'est toujours un jeune restaurant. Donc en fait, ça servait à rien d'avoir des bouteilles en moyenne à 500 €. Il fallait toujours démocratiser en fait les premières bouteilles. Enfin voilà, l'expérience première en fait des clients, c'était déjà le plaisir à table et le plaisir premier en fait de la dégustation, pas la désagréable surprise en fait d'ouvrir son portefeuille avec des petits cactus dedans. Ça aurait été un peu compliqué pour la suite. C'est clair. Alors on voit un peu tout ce parcours bien se dessiner, mais il manque un élément, c'est est-ce que vous avez fait une formation dans le vin ou pas du tout? Je crois qu'on s'est dit justement que vous étiez un peu Je suis une autodidacte à 100%. Self-made du vin. Complètement, ouais. J'ai, alors bien sûr, tous les cours, j'ai piqué les cours en fait des masters de mes copines et de mes copains de sommeliers, cavistes, etc., qui avaient fait l'université de Suze-Larousse. En fait, ils m'avaient tous donné leur TD, etc. J'avais tous les polycopiés, j'avais piqué tous les TD. Tout ce que je copiais en audio, etc., j'avais tout pris. J'avais plein de bouquins à la maison. Je gardais toutes les revues et puis toutes les plaquettes des vignerons, en fait. J'en avais des catalogues et des catalogues. J'avais des classeurs entiers de documentation que je lisais le soir après le travail. Donc, et le week-end. Voilà. Et puis pendant mes vacances, j'allais chez les vignerons. D'accord, donc là, c'était immersion à la force du poignet, immersion à 100%. Mais bon, quand on aime ça, de toute façon, je pense que ça paye. Absolument, c'est génial, incroyable. Je suis très admiratif des personnes qui suivent leur passion comme ça et qui se forment pour la réussir, c'est impressionnant. Et puis on apprend tout le temps, de toute façon. C'est chaque jour, on tombe sur quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose. On tombe sur un maître de chai d'une maison, on tombe sur un œnologue, on tombe sur plein de gens qui peuvent encore nous apprendre des choses. Puis tous les ans, on tombe sur un nouveau millésime qu'on redécouvre
Ça, c'est tous les ans, en la fait, beauté du vin. c'est un reboot en fait, de ce qu'on avait appris. Et, c'est ça, et en fait, il n'y a pas de routine dans le vin, donc c'est absolument génial. Super, alors maintenant parlons de ce que vous faites ici, à la Part des Anges. Mhm. Alors, moi j'aimerais revenir sur un élément. Vous avez dit que la Part des Anges a la plus belle cave de l'île. Ouais. Pourquoi ? Euh, Alors moi j'avoue que j'ai vu le classeur et la sélection. voilà, en bas, donc je vous l'annuaire invite téléphonique. je vous invite à aller sur le site internet pour constater effectivement quelle est de qualité. Ouais. Bah, déjà par le nombre absolument hallucinant de références. C'est incroyable. Sans parler des bouteilles prestigieuses, parce que bon, sans aller sur les bouteilles prestigieuses, quelqu'un qui veut découvrir en fait l'univers du vin, qui n'a pas forcément un grand palais, on peut proposer 2-3 bouteilles hyper accessibles sur n'importe quelle couleur, n'importe quelle région. En fait, vous allez toujours trouver quelque chose ici à la Part des Anges qui va vous plaire. Donc pour ma part, en fait, du côté de ma maman, on était sur la Loire. Le nombre de chinons que vous avez en clos, on parle pas de climat parce que les climats c'est en Bourgogne, mais en petits clos, en parcelles, sur des années spectaculaires. Moi j'ai eu la chance de goûter des chinons de mon année de naissance, je dirais pas laquelle, mais les chinons sont des vrais très beaux vins qui se proposent à la dégustation et qui se proposent en fait en vin de mai. Et là vous avez des chinons mais absolument incroyables. Donc vous avez un mur de chinons en bas, vous avez des murs de Vouvray. Enfin bon, c'est pour ceux qui aiment la Loire ou qui aimeraient redécouvrir la Loire, notamment la Touraine, je vous encourage vraiment à venir et à demander une dégustation de vin de Loire, parce que là c'est vraiment absolument ahurissant. Pour ceux qui aiment le Rhône, il y a des choses qui sont absolument sensationnelles. Enfin bon, moi pour ma part j'ai travaillé dans plein d'endroits. Un référencement comme ça, c'est vraiment une chance. Après, il y a aussi la cave de prestige, les champagnes, il y a plein de choses en fait à goûter, et le nombre de références travailler sur un choix, c'est très sympathique. Franchement, travailler dans un endroit comme ça, franchement, on ne peut pas dire autre chose, c'est très sympathique. Est-ce que vous savez combien vous avez de références ici ? Moi personnellement, là je peux pas le dire, ouais. J'ai pas encore fait le tour. Ça fait un mois que je suis là, j'ai pas encore fait le tour, donc non, je sais pas, je peux pas vous dire là actuellement. Quelle est la taille de la cave à peu près ? Oh, bah, ça prend toute la surface du bâtiment en dessous. Ah d'accord, ok. Non, c'est assez grand. C'est assez grand. Mais le nombre de références... Là, honnêtement, il faudrait compter les lignes du catalogue. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup, et vraiment pour ceux qui iront, celles et ceux qui iront sur le site internet de la Part des Anges pourront tout de suite le constater. Donc du coup, ici, vous êtes sommelière, oui. Donc vous conseillez les personnes sur le choix de leur vin ? Sur le choix de leur vin, déjà par rapport à ce qu'ils ont envie de boire à l'instant T selon leur humeur, selon les plats ou les petites planches qu'ils ont envie de goûter, et puis surtout selon ce qu'ils ont envie de découvrir. C'est-à-dire, bah voilà, j'ai envie de découvrir tel style de vin, je suis pas forcément un grand adepte, etc. J'ai envie de découvrir telle région, j'ai envie de découvrir ça, je peux les guider. Donc ça, il n'y a aucun problème. Moi je suis là aussi pour rassurer les clients, le vin n'est pas élitiste, c'est ouvert à tout le monde. Absolument. Donc on n'est pas obligé de dépenser 200 € pour avoir une bouteille. Les premières bouteilles sont à 10, 15, 20 €. Faut pas avoir peur en fait de venir vers nous pour demander un conseil. Toutes les bouteilles sont accessibles. Après, il suffit juste de savoir par rapport à vos goûts, savoir nous décrypter quel style vous aimez avec vos mots à vous. Nous on est là pour vous aider, pour vous conseiller et pour vous amener vers la bouteille qui pourra vous plaire. Sommelier, c'est pas non plus un mot magique comme Gandalf dans certains films. On est là juste pour en fait vous aider en fait à vous rapprocher de ce que vous allez adorer.
Voilà. Et ça doit être particulièrement intéressant pour vous aussi de pouvoir guider le client, de voir ses réactions face au... Moi, la meilleure récompense, en fait, c'est j'ai adoré cette bouteille, je veux la même, ou quand on sait en plus que quasiment, je vais pas dire la totalité, parce que toutes les bouteilles Prestige ne sont pas forcément disponibles, mais toutes les bouteilles que vous pouvez avoir en fait en dégustation à l'Ardoise sont disponibles en fait à la vente et emportée. D'accord. Donc, génial. Forcément, si vous avez eu un crush sur une bouteille, mais faut pas hésiter de nous dire, moi j'ai adoré ça, est-ce que c'est possible que je l'ai chez moi ? Mais oui, bien sûr, vous pouvez l'avoir chez vous. Et on peut vous faire découvrir aussi des équivalences et des choses que vous pourriez aussi aimer. Et c'est pas forcément, faut pas avoir peur ni du prix, ni du cru, ni des mots compliqués. Il n'y a rien de compliqué dans le vin, c'est juste du raisin à la base. C'est vrai. Faut pas avoir peur. C'est vrai. Donc du coup, en plus de la partie bar à vin, il y a aussi une partie caviste. En fait, on peut partir avec sa bouteille. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui se passe à la Part des Anges ? Parce que c'est un endroit qui est assez emblématique déjà d'une part de l'île et du Vieux-Lille. Et surtout, c'est un endroit qui est très varié. Donc en l'occurrence, il y a une salle en bas et un étage et une petite terrasse aussi qui sont accessibles à tous. Il y a aussi un club privé, c'est ça ? Exactement. Alors le restaurant en fait que vous trouvez en bas avec la terrasse qui donne sur la rue, en fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est un lieu de convivialité, de réunion, autour d'une bouteille, autour d'une planche, ou les deux en même temps. C'est une cave, c'est-à-dire que si vous avez aimé la bouteille, vous pouvez forcément l'acheter. C'est un lieu où vous pouvez organiser des anniversaires, parce qu'il y a une petite mezzanine que vous pouvez privatiser. Donc en fait, enterrement de vie de jeune fille, enfin tous les petits événements de la vie qui font que vous avez envie de vous réunir entre potes, en famille, etc., vous pouvez le faire. Ça, je vous invite à aller aussi sur le site pour prendre plus d'informations. Ici, en fait, c'est l'endroit où on s'amuse, on se réunit, on boit, on mange, et des fois, tout en même temps. C'est un beau programme. Voilà. Quant au club, on a besoin d'un partenariat. C'est un club privé. Donc il faut être membre du club ou se faire parrainer par un de ses membres. Absolument. Donc c'est vraiment le côté privé, privatif. Et là on a accès à 2 autres étages Exactement. De l'établissement. Qui restent dans le style, on va dire un peu club de gentleman, comme on l'entend de l'autre côté de l'Atlantique. Et est-ce que vous organisez aussi des événements, peut-être des dégustations ou des... Totalement, ouais. Pour ma part, j'ai déjà organisé en fait une session de dégustation en anglais parce que je suis bilingue. Génial. Donc les initiations à la dégustation, je me fais un plaisir de les organiser. En français ou en anglais, bien sûr. Et puis moi, c'est plus sur un thème justement où je démocratise beaucoup le vin, où je le fais sans complexe et où les gens peuvent poser un tas de questions sur le vin et où en fait on peut allier la petite part d'histoire, la petite part de géographie sans que ça soit non plus trop scolaire. Il faut que les gens s'amusent un petit peu. Voilà. C'est clair. Monsieur Chevalier, quant à lui, en fait, organise énormément de clubs d'expertise. Ok. Donc, en fait, c'est très complémentaire en fait, sur les événements. Génial. Et c'est avec quelle fréquence à peu près ? Dès que vous avez envie d'organiser en fait une session, vous êtes 8... Ah d'accord, 8, 10, vous demandez en fait à faire une séance de dégustation, vous posez une date et il n'y a aucun problème. Génial. C'est pendant la semaine, du lundi au vendredi. Génial. Et alors là, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas faire ce genre d'événement, c'est clair. Ce sera entendu.
Est-ce que, bon, donc du coup ça fait 1 mois à peu près que vous êtes ici à la Part des Anges, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de changer un petit quelque chose, ou que ce soit dans la composition de la cave ou justement dans l'organisation de ces événements, ou est-ce que vous aimeriez peut-être changer un petit truc Hasard du calendrier, en fait, il y a une des vigneronnes que je connais très très bien, que j'ai découvert en fait quand j'étais au Jane, qui est venue faire une dégustation il y a 3 semaines, donc je venais juste d'arriver, et qui a proposé à Monsieur Chevalier de faire une dégustation de ses vins, et du coup, la référence est rentrée. Génial. Je vais pas dire que c'est grâce à moi, hein, ouais. mais je suis très contente de retravailler avec elle ici. C'est super. Ouais. C'est super, top. Alors on va passer à la dernière partie de cette interview. Marche. C'est 2 questions plutôt traditionnelles. Ouais. On va commencer par la première. La deuxième est beaucoup plus dure à répondre en général. La première, c'est si vous deviez conseiller un livre, en l'occurrence en plus vous qui avez ce parcours d'autodidacte dans le vin, si vous deviez conseiller un livre ou une lecture à un amateur qui a envie d'en savoir plus, qu'est-ce que ce serait ? Moi qui ai commencé en fait avec ces ouvrages-là, je dirais plus en fait l'école de la dégustation de Pierre Casamayor, qui est bien fait, qui est pas roboratif, qui est assez pédagogue. C'est plutôt assez complet pour quelqu'un qui commence sur l'univers du vin, et par la suite il pourra prendre un petit peu plus de matière, c'est-à-dire qu'il aborde un petit peu tous les univers, comment déguster un vin, la vinification, enfin voilà. Il aborde vraiment beaucoup de points qui sont essentiels en fait sur le décryptage en fait du vin, et c'est vraiment un ouvrage essentiel sur la découverte. La référence est notée, le conseil est bien passé, merci beaucoup. Je vous en prie. Et pour finir, si vous deviez partir et n'emporter avec vous qu'un seul vin, une seule bouteille même, qu'est-ce que ce serait ? Alors, un seul vin de la Part des Anges ? Pour le coup, vous êtes libre de votre choix. On peut faire les deux, on peut faire à titre personnel et à la Part des Anges. Alors ça, pour le coup, c'est plus compliqué, parce que se réduire à une seule bouteille... C'est toujours très difficile cette question. Je dirais qu'en cette période estivale, vu qu'il fait très chaud et très soif, je dirais plus pour celui qui veut s'hydrater correctement. Il y a... c'est compliqué. C'est compliqué. Alors là, pour le coup, une bouteille, c'est trop compliqué. Alors élargissons, il n'y a pas trop de contraintes non plus. Bon, ça va. Alors, en rouge, moi j'ai un gros coup de cœur pour Nicolas Rossignol. J'irai sur son Volnay en 2007. Celui qu'on a sur la carte. C'est un Volnay premier cru, il me semble. Et puis... je prendrais quand même un blanc pour la route. Qu'est-ce qu'on ferait en blanc ? Alors, c'est pas un blanc qui est ici. Moi, c'est un blanc que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est très aromatique. C'est un 100% macabeu. C'est Figure libre du Domaine Gaïda. Je connais pas du tout, mais la référence est bien prise. Moi, c'est un blanc qui me fait envie en ce moment. Ok. Voilà. Ça marche. Et c'est bien noté, on ira goûter tout ça au plus vite. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'avoir accepté de répondre à toutes ces questions, c'était vraiment passionnant. Merci. Et à bientôt, rendez-vous chez la Part des Anges du coup. Ça marche. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. S'il vous a plu, je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous. À très vite, sur Vin sur Vin.